Bonjour. Alors en cette période estivale, je vais vous parler d'un endroit que je trouve très sympathique. Le cinéma Arévi. Ce cinéma est situé près du centre-ville de Saint-Thirier. Il est ouvert tous les jours de l'année pour nous offrir une variété de films assez incroyables. Que vous aimiez les films d'art et d'essai, les comédies, les blockbusters ou les programmes pour enfants, le cinéma Arévi a tout ce qu'il vous faut. Alors pour moi, ce n'est pas juste un cinéma, c'est aussi un lieu de rencontre et de partage. On peut y rencontrer des professionnels du cinéma, on peut assister à des ateliers pour les jeunes, même participer à un festival sur l'écologie. Alors je sais que le cinéma s'engage pour l'accès à la culture pour tous, grâce à des partenariats avec certaines associations locales, les écoles, la médiathèque, le centre culturel et même le podcast. Alors qu'attendez-vous ? Venez vivre une chouette expérience au cinéma Arévi. Si ça se trouve, cet été, on s'y croisera. Merci. Bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? En allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leur crainte. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Bonjour Olivia. Salut Sandrine. Alors on va commencer par ta présentation. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et de qui est composée ta famille ? Alors je m'appelle Olivia, j'ai 36 ans. Je suis mariée à David qui a 37 ans et ensemble nous avons une petite fille, Alphée, qui a 8 mois. Je viens de Suisse et ça fait maintenant 4 ans que je suis dans le Limousin à Bussière-Galant, à 45 minutes de Limoges. Et ça ressemble à quoi là où tu vis, à Bussière-Galant ? Un petit paradis entouré de forêts avec, on dit toujours que c'est une oasis de biodiversité et de beauté, de calme aussi. Il y a plein d'oiseaux, plein de plantes, plein de fleurs. Il y a un énorme jardin, on a des arbres fruitiers, des animaux, on est bien quoi. Et ta vie d'avant, tu m'as dit en Suisse, c'est bien ça ? C'est bien ça. À Lausanne en partie, dans une petite ville. Mais j'ai grandi à la campagne aussi, pas à la campagne d'ici, la campagne un peu moins campagne disons, bien que la Suisse est un tout petit territoire, un tout petit pays, donc bien différent de cette grande France dans laquelle j'habite aujourd'hui. Mais oui, on a grandi au bord du lac Léman. Alors si on rentre dans le vif du sujet, on va commencer par le changement de territoire. Alors dis-moi pourquoi vous avez changé de... Alors c'est même pas de région, là c'est carrément de pays. Pourquoi ? Et pourquoi ici ? Quand on s'est rencontrés avec David, on a tous les deux compris qu'un changement était nécessaire dans nos vies. On n'était pas très heureux, ni lui ni moi dans nos métiers respectifs. On avait besoin de retrouver du sens, mais sans savoir exactement qu'est-ce qu'on pouvait faire pour sortir de cette situation dans laquelle on n'était pas très bien. Ensemble, on est allé au cinéma, c'était d'ailleurs notre premier encart. Wow. Et on allait voir le film Demain, le documentaire Demain. D'accord. Qui a tout à fait chamboulé nos vies et nos perspectives d'avenir. David, à ce moment-là, ça faisait plusieurs années, presque une dizaine d'années, qu'il était responsable d'une association pour une communauté en Haïti, qui est un de ses pays d'origine, de par sa maman. Et il s'est dit, on a découvert la permaculture pendant ce documentaire-là, et il a dit, mais c'est ça la réponse à toutes mes questions, et c'est ça dont les Haïtiens ont besoin, du moins dans cette communauté-là. Alors il m'a dit, mais moi je quitte mon métier, je quitte la banque, très, très original pour un Suisse, un employé de banque. Je quitte mon métier et je vais partir faire de la permaculture en Haïti.
Alors je lui ai dit calmos. T'es sûre? T'es sûre? On vient de se rencontrer et déjà tu me mets de côté un peu, toi et tes idées. Je lui ai dit non, mais écoute, moi ça m'intéresse mais ce que je te propose, c'est pas de partir en sac à dos demain, mais plutôt de prendre du temps pour se former et découvrir cette permaculture et tout ce qu'on peut faire pour aider les gens là-bas. Donc voilà, on s'est formé, on a pris le temps, on a pris 2 ans pour ensuite partir en Haïti, quelques mois. Ça devait être quelques années, malheureusement ça s'est pas passé comme prévu. On a eu des difficultés sur place qui nous ont forcés à rentrer. C'est un pays qui est un des pays les plus pauvres au monde et voilà, on a dû rentrer. C'était trop instable et trop risqué pour nous de rester là-bas. Donc on est rentré en Suisse et puis c'est là où on a découvert que la ferme de la Gorsaline était à vendre. Et en fait, c'est pendant nos 2 ans de préparation avant de partir en Haïti, notre première formation s'est passée à la ferme de la Gorsaline. D'accord. C'était nos anciens formateurs qui y vivaient et c'était sans savoir qu'un jour on y vivrait. Donc c'est comme ça que vous avez changé de pays et de région. C'est ça. Par cette formation, vous avez été formé dans le Limousin, vous êtes revenu à la source. C'est ça. Comment s'est passée votre arrivée? Est-ce que vous avez été accompagné par une structure? Vous avez fait ça en mode autonome? En mode solo. En mode solo? Oui, on est arrivés tous les deux. On a été aidés, un peu suivis par les anciens propriétaires, nos anciens formateurs, pendant quelques temps. Bien qu'ils n'habitaient plus sur place, évidemment, vu qu'on était là. Mais non, sinon, on n'est arrivés que les deux. Vivre sur un territoire rural, c'est comment pour toi? J'ai envie de dire que c'est différent de ce qu'on vivait avant en Suisse. Mais comme je disais tout à l'heure, la Suisse, c'est tellement un petit pays et finalement, en une demi-heure, t'es à la campagne. Même si tu habites en ville et que tu travailles en ville, en à peine une demi-heure, t'es à la campagne. Donc, la campagne est assez familière pour moi, finalement. Bien que là, effectivement, on est quand même bien plus isolés, entre guillemets, ou du moins, c'était ce que nos parents avaient peur. Ils avaient peur qu'on soit très, très isolés en étant à la Gorsaline. Mais c'était sans savoir le nombre de personnes qu'on allait rencontrer et qu'on n'était pas si isolés que ça, finalement. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici, là, sur ce territoire? Plus de sens. Quand on est rentré d'Haïti, on était frustrés de ne pas avoir pu vraiment aller au bout du projet qu'on avait prévu là-bas. Donc, ce qu'on fait à la Gorsaline, c'est une version un petit peu différente, mais toujours une version de ce qu'on avait planifié en Haïti. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des choses plus compliquées sur la région selon toi, ou du moins à repenser? Je pense que j'ai pas assez de recul encore pour vraiment pouvoir répondre à cette question. Et pourtant, ça fait 4 ans. Oui, mais peut-être c'est parce qu'on sort pas assez de notre ferme. Peut-être qu'on n'a pas encore vu la région. Non, qu'est-ce qui manque? Peut-être plus de cohésion, plus de communication entre les différents partenaires ou les différentes structures. Il y a tellement de gens qui font des chouettes choses, mais c'est difficile de savoir ce qui se passe, de communiquer, de se promouvoir aussi peut-être. Je trouve que c'est une bonne idée, madame. On va y réfléchir. Ce changement de territoire s'est amorcé en même temps que votre changement de métier. On est bien d'accord? Oui, à quelques mois près, ouais. Alors pourquoi un changement de travail? Tu m'en as parlé au début de notre conversation. Tu as parlé de quête de sens. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Et vous faisiez quoi avant? Tiens, détaille-moi un peu vos carrières respectives. Alors David était employé de banque. Il a fait 15 ans dans la banque en Suisse. Et moi, j'ai étudié l'hôtellerie dans une grande école hôtelière en Suisse pour y travailler quelques années, me spécialiser dans la gestion des spas, où je suis partie en Thaïlande. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses. Et ensuite, je suis partie dans la cosmétique de luxe, où je travaillais dans le domaine du marketing. Ah oui, c'est un parcours un gros aussi. changement. D'accord, j'étais en train de te suivre, là j'imaginais la Thaïlande, après le luxe. Ok. Moi j'étais dans le luxe déjà, dans l'hôtellerie à la base, donc, et dans les spas, donc déjà un petit peu dans la cosmétique, donc ça se suit plus ou moins. Et l'hôtellerie finalement, est-ce qu'il y a un lien avec ce que tu fais aujourd'hui, en fait, d'avoir du tourisme et d'accueillir des gens et c'était pas prévu comme ça, prendre mais oui. aux petits soins. Ouais, c'est ça. Ouais, je retrouve un petit peu de mon métier de base et c'est chouette. Ok. Est-ce que ça a été dur de renoncer à votre job, à vos anciens métiers? Non, ça me manque pas. Les gens peut-être me manquent, mes collègues peut-être, mes amis me manquent.
Mais non, le travail que je faisais, non, ne me manque pas. Mon travail, c'était de vendre des pots de crème à 400-500 francs suisses à des femmes et où je voyais vraiment pas qu'est-ce que je pouvais vraiment amener en fait sur Terre dans ce monde-là. Donc non, vraiment, je regrette pas et je pense que David non plus. David encore moins parce que venant d'une famille haïtienne, le grand écart entre ses origines haïtiennes et la banque, les très très riches, était vraiment ingérable sur la fin. Oui, Donc, difficile à vivre. Difficile à vivre, ouais. Comment votre entourage a réagi, alors aussi bien sur le fait de changer de métier, mais également changer de pays? Le changement de pays, c'est fait même avant de venir en France, vu qu'on est parti en Haïti. C'est vrai. Donc finalement, la France était un moindre mal. J'étais content, youpi, il rentre. Oui, alors oui et non, c'est moins parce loin, que finalement, déjà. c'est moins loin, mais c'est quand même 8 heures, environ 7-8 heures de voiture de la Suisse, donc c'est quand même pas à côté. Mais le changement de vie, ça n'a pas été facile. Plutôt par la famille ou par les amis ou par les deux? Les deux. Ça a été difficile à comprendre pour pas mal de gens. Surtout qu'on avait des carrières stables, on gagnait très bien notre vie, on était bien, enfin financièrement on était bien et c'était un tel changement. Nous on n'était pas si sensibles à l'écologie finalement à ce moment-là. Quand on était en Suisse, comme tout le monde, on faisait le minimum syndical mais sans plus. Moi je faisais crever mes géraniums sur mon balcon, donc c'est dire que je reviens de loin. T'es vraiment méchante comme fille, en fait. Parce que faire crever des géraniums, je veux dire, il faut quand même avoir un niveau de méchanceté. C'est ça. Donc si tu voilà. peux sortir, s'il te plaît. Donc ça a été un énorme changement qui a été difficile à comprendre pour pas mal de personnes. Et je sais qu'on a perdu quelques personnes sur le chemin, ouais. Est-ce que tu penses pas que c'est leur propre peur, en général, qu'ils nous projettent? Oui, peur ou peut-être pas jalousie, mais peut-être un peu d'envie. Où nous, on a dit stop à un moment donné, on a dit qu'on n'était pas heureux et qu'on n'allait pas continuer comme ça encore jusqu'à la retraite. Et je pense que certaines personnes se disent, en fait, on me l'a dit, ben voilà, c'est pas à 30 ans que tu changes de vie. En gros, je résume un peu, mais en gros, t'as qu'à souffrir comme tout le monde et puis tu continues même si t'es pas heureux, quoi, parce que c'est comme ça qu'on fait. Et nous, on a dit non à ça et on avait besoin d'autre chose et on s'est pas posé 15 fois la question, on a fait le pas. Et est-ce qu'il y avait des préjugés aussi sur le fait de changer de territoire dit rural? Est-ce qu'il y avait des clichés, des préjugés? Est-ce qu'on t'a... Bah oui, peur de l'isolement. Je sais mes parents notamment, à juste titre, avaient peur qu'on soit isolé, qu'on soit tout seul au milieu de nulle part. Mais c'était sans comprendre bien exactement ce qu'on voulait faire et il a fallu du temps pour réaliser que non, finalement on n'est pas si isolé que ça et avec le nombre de personnes qu'on reçoit chaque année dans les gîtes et dans les formations et tout ça, on n'est jamais seul en fait. D'ailleurs, un petit aparté, mais on s'est rencontrés grâce au gîte. C'est ça. Il y a quelques années. À aucun moment ça n'a impacté votre décision? Non, ça n'a jamais impacté notre décision. La seule chose que ça a impacté, c'est notre façon de nous y prendre peut-être, parce que quand on a découvert la permaculture et qu'on a décidé de changer de vie, donc c'était même avant de partir en Haïti, à un moment donné, on s'est dit qu'on allait arrêter d'essayer de convaincre les gens. Ah oui, ou de justifier, de convaincre et de justifier. D'expliquer encore et encore, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça et de dire aux gens que ça allait aller, on s'est dit qu'on allait juste faire, en fait. On allait les montrer. Et sans vouloir prouver quoi que ce soit, mais juste, on va faire notre truc, et puis les gens verront qu'on est bien, et peut-être que ça pourra les inspirer aussi, ou du moins les rassurer. Et après, le tri, de toute façon, il se fait naturellement. Ouais. Déjà par la distance. Et voilà. Et ceux qui n'ont pas compris, et il y en a qui n'ont toujours pas très bien compris, et qui sont pas revenus comme on l'aurait espéré. Mais c'est pas grave, peut-être. En tout cas, la porte est ouverte. Est-ce que tu penses qu'il y a un moment pour passer le cap, pour changer donc, oui, de territoire, de métier? Est-ce que tu penses qu'il y a un moment opportun? Non, je pense pas. Je pense que dès le moment où il y a un besoin, il faut y aller et pas se poser 50 fois la question. Je crois que c'est Mike Horn qui dit que si on attend d'avoir 100% des réponses, on fait jamais rien, que finalement 5% suffit et les 95% viendront en chemin. Et
Non, je pense qu'il faut se lancer et à petite échelle, ça c'est un des principes de permaculture, mais de commencer petit oui, il faut juste avancer en fait. Et après, je dis ça, c'est facile parce qu'on n'avait pas Alfie, on n'avait pas notre petite quand on est arrivé ici. Oui. Aujourd'hui, aujourd'hui, quand j'y repense, si la première année, quand on est arrivé ici, on avait eu Alfie, ouais, ça aurait pas été simple. Oui, non, c'est certain. Exact. On l'aurait fait, mais ça aurait été chaud patate, quoi. Et sinon, Mike Horn, il fait partie de ta famille ou pas? Oui, en fait, c'est mon cousin éloigné. Très bien. Si tu veux, je le présente. 06 83 87 12 32, merci. Si tu nous entends. Mike, je t'aime. Enfin, il me semble qu'il y a des phalanges en moins, non? C'est possible. Ouais, c'est peut-être pas terrible. Si on revient sur ton nouveau métier, on sait comment tu l'as choisi et pourquoi. Si on parle de formation, donc il y a eu cette formation dont tu nous as parlé, donc à la ferme de la Goursaline, que tu as rachetée par la suite. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Il y a eu pas mal de formations dans nos 2 ans de préparation pour aller en Haïti. Donc effectivement, on a commencé à la Goursaline avec une formation en permaculture. On a fait ensuite une autre formation en maraîchage. On a fait une formation en éco-construction. David, il a fait une formation dans la communication non violente aussi. Bon, c'était tout ça, c'était pour la préparation pour Haïti, pour mettre le plus d'outils en fait dans notre sac pour partir, quoi. C'est des formations d'ailleurs qui sont certifiées. Il y a un label. Comment ça marche? Oui et non. C'est des formations qui sont reconnues dans ce milieu-là, mais qui n'ont pas de valeur. Dans une entreprise, si c'est ça la question. Mais c'était pas le but non plus. Le but, c'est d'acquérir des connaissances. Mais par rapport à l'agriculture, est-ce que la permaculture est une sous-branche de l'agriculture? Comment ça s'articule, ça? Comment ça marche? La permaculture, on va recommencer depuis le début. D'accord. La permaculture, c'est une démarche. D'accord. C'est global. C'est global, c'est très très global. On parle beaucoup de permaculture quand on parle de jardin, mais ça s'arrête de loin pas à ça. C'est une façon de penser et de s'organiser. Le but, c'est de copier ce que la nature nous montre. D'accord? Donc, ça tourne autour de 3 éthiques, de prendre soin de la terre, prendre soin des humains et partager équitablement. Et pour appliquer ces éthiques-là, on a tout un tas de principes qui sont aussi universels. Et ensuite viennent les techniques. On parle souvent d'ailleurs de but de permaculture. C'est une technique pour jardiner, mais qui n'est pas du tout universelle. Voilà, c'est juste une technique. Donc si je comprends bien, la permaculture, c'est pas que le jardin. Et je crois que beaucoup d'entre nous se disent, tiens, la permaculture, c'est une méthode de jardinage différente de l'agriculture, si je puis dire. Donc c'est plutôt une démarche globale. Est-ce que tu peux me donner 1 ou 2 exemples concrets que toi tu mets en place, enfin que vous mettez en place au quotidien? Alors par exemple, au sein d'une famille, on peut tout à fait appliquer les principes de permaculture. Il y en a un d'ailleurs que j'aime bien, qui dit qu'une fonction est remplie par plusieurs éléments. Si on se dit que moi, Olivia, je suis un élément et que David est un élément, et que pour la fonction cuisiner, par exemple, ou nettoyer la maison, ranger la maison... J'aime bien cet exemple. Il n'y a pas de raison qu'un seul élément, donc seulement moi, soit capable de faire cette tâche, remplir cette fonction. Mais c'est important pour pouvoir avoir de la résilience aussi et pouvoir mieux s'organiser. C'est important que plusieurs éléments puissent remplir la fonction. Donc David est tout à fait capable de cuisiner et de ranger la maison. Tout dépend aussi peut-être de la maman qu'il a eue. C'est de ça. L'éducation. Oui, exactement. Mais ce principe, en l'occurrence, moi, je le trouve particulièrement intéressant dans le cadre d'une entreprise parce que nous, j'ai vu, et tout le monde, je pense que l'a vécu aussi, qu'on est souvent seul à pouvoir remplir une tâche et le jour où on est malade ou absent ou quoi que ce soit, c'est la cata et le travail s'empile et le retard s'accumule alors que si peut-être plusieurs personnes étaient capables de faire le même job, ça pourrait remplir pas mal ça pourrait régler pas mal de problèmes, quoi. Tu as un autre exemple en tête? Oui, par exemple, un autre principe qui est de valoriser la diversité. On a tellement de personnes maintenant qui arrivent de l'étranger, qui sont déplacées. Et ce sont des personnes qui ont beaucoup de choses à apporter aussi au sein des entreprises. Et je pense que si on les intégrait un peu plus, que ce soit dans une entreprise ou même dans les fermes, ici à la campagne, il y a tellement besoin de main-d'œuvre. Si on pouvait les intégrer davantage, je pense qu'on serait plus résilient, plus fort. Donc la permaculture, c'est... En fait, peut-être que la définition, enfin non, le mot n'est peut-être pas...
C'est la culture de la permanence. Ouais, tu vois, ça. parce que c'est vrai, quand on dit permaculture, tout de suite, on pense à, voilà, je vais faire mon jardin d'une certaine manière, l'autosuffisance, etc. Mais en fait, ça va bien plus loin que ça. Ouais. Mais c'est pas hyper bien expliqué pour les uns et les autres. Il y a eu une telle une telle promotion de la permaculture, notamment dans le film Demain, dans le documentaire, où il est vraiment question de jardinage. Et ce film a eu un tel succès que les gens ont vu la permaculture que sous cet angle-là, qui est quand même un des angles principaux, hein, évidemment. Ouais, des piliers. Un des piliers, oui, voilà. Mais non, c'est tellement plus large et très, très intéressant à appliquer au quotidien. Est-ce que tu aurais en tête un ou deux ouvrages à lire sur le sujet ? Comme référence, je sais qu'il y a les livres de la ferme du Bec et Loin, qui est d'ailleurs notamment qui est mentionnée dans le... C'est en Normandie, ça, je crois. Elle est mentionnée dans le film Demain. Et ils ont fait des très, très bons bouquins. D'accord. Qui nous donneront une explication et une vision globale de ce qu'est la permaculture. C'est ça. Quelles ressources ou quelles personnes t'ont aidé tout au long de cette transition ? Nos voisins. On a les meilleurs voisins du monde. C'est vrai ? Ouais. Je pensais que c'était moi. Crotte. Non, on a une énorme chance d'avoir un couple de voisins à la retraite maintenant, qui vivent là depuis toujours en fait. Et ils ont eu un parcours, ils sont partis, ils sont revenus, mais bref, ils sont nés dans le village même, à Bussière-Galon. Donc ils connaissent tout et tout le monde. Et c'est aussi des paysans limousins, et ils sont aussi en autonomie depuis 40 ans, autonomie alimentaire. Donc ils ont plus ou moins tout élevé, tout essayé au jardin. Donc ils sont une énorme ressource, et non seulement ils ont énormément de connaissances, mais ils aiment les partager. Alors c'était une énorme chance de les avoir. D'accord, donc c'est eux. C'est eux qu'on est venu déranger 10 fois par jour quand on a découvert quand on a commencé à travailler ici, et que David ne savait pas changer le fil de la débroussailleuse. Donc il est allé 10 fois. Et 10 fois, Jean-Pierre lui a expliqué comment il fallait faire. Bien, merci Jean-Pierre. Jean-Pierre est très patient. Très, très patient. Et Laurence aussi. D'accord. Ça s'articule comment une journée avec vous à la ferme de la Goursaline ? Il n'y a pas une journée pareille, et c'est bien ça qu'on aime en fait. Ouais. Tout dépend des activités du moment. Tout dépend de la saison aussi. On va aller par priorité. Est-ce qu'on a des arrivées dans les gîtes ? Déjà, est-ce qu'on va avoir des touristes ? Est-ce que tu peux refaire un point sur la ferme de la Goursaline ? Donc il y a votre grand jardin, mais il y a combien de logements ? En haute saison, on a 6 logements et une petite zone de camping sauvage. D'accord. Donc tu dois accueillir les gens ? On doit accueillir les gens. Avant ça, on doit faire le ménage. On passe beaucoup de temps à nettoyer. Donc oui, accueillir les gens, montrer où et quoi. Donc ça, c'est évidemment une des priorités. Ensuite, comme on vise l'autonomie alimentaire, donc on travaille beaucoup dans le jardin. On a beaucoup d'arbres fruitiers aussi dont on doit prendre soin. Les animaux, évidemment, les moutons, les cochons et les poules et les canards. On a eu 6 bébés canards d'ailleurs hier, des petits canetons. Donc voilà, tout dépend des priorités. Là, comme on a eu des petits qui sont nés hier, on doit faire en sorte qu'ils soient en sécurité. Il y a plein de tâches différentes. Il y a une histoire de priorisation. Il y a une histoire de saison. Oui, météo. De météo, ouais. De saison. C'est ça. Alors, on va aux priorités. Donc, évidemment, tous les matins, on se lève, on boit le café. Déjà, ça, c'est bien. C'est bien. On prend le temps avec David de discuter du programme de la journée. On parle de game plan. Qu'est-ce qu'on va faire un espèce de brief d'équipe. C'est ça. Et comme des fois on a des coups de main aussi, on a des personnes qui restent avec nous de temps en temps pour nous aider. Donc on se réunit et on discute de ce qu'on va faire de la journée. Qu'est-ce qui doit être fait et qu'est-ce qu'on a envie de faire aussi, parce que ça influence pas mal aussi le cours de la journée. Ça veut dire que si t'as pas envie de faire la cuisine et la vaisselle ce jour-là, toi, c'est ça. Dans l'esprit permaculture, c'est David qui s'y colle. C'est ça. Non, en plus en termes de tâches, évidemment c'est... Je ne peux pas réaliser toutes les tâches. David non plus. On a chacun aussi nos domaines de prédilection et nos domaines dans lesquels on se sent le plus à l'aise aussi. Donc David est ça s'occupe plus des animaux par exemple, et moi plus du jardin.
Donc voilà, on sait chacun qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on va le faire ensemble, séparément. Voilà, il y a des tâches qui prennent plus ou moins du temps aussi. C'était la question que j'allais te poser. Est-ce que effectivement il y avait des tâches qui vous prenaient plus de temps que d'autres? Oh oui. Là en ce moment, c'est la récolte des petits fruits. On en a à tort et à travers. Des kilos et des kilos de groseilles, de cassis, de caseilles. Donc, une fois que c'est récolté, c'est pas fini parce qu'il faut les transformer. La transformation, ouais. Et ça prend énormément de temps. Mais j'aime cuisiner, donc ça me dérange pas. J'ai fait des litres de confiture aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, donc c'est chacun. Par exemple, pour cette tâche-là, David a récolté avec l'aide d'autres personnes et moi je reste en cuisine pour transformer. Ok. Les gîtes, ça prend du temps? Beaucoup. Ça marche. Mais on aime ça, on aime accueillir les gens et c'était un des objectifs de ce projet aussi. C'était pas de garder la ferme pour nous, mais vraiment de l'ouvrir et de pouvoir accueillir les gens ici et leur montrer ce qu'on fait. Comment ce changement de métier a impacté ta vie personnelle? Ma quoi? Oui, c'est vrai, tu n'as plus de vie personnelle. C'est un grand changement parce que vivre à la ferme, ça prend tout notre temps. Il faut qu'on décide avec David de s'extraire un petit peu de temps en temps, de partir, en fait, de sortir, d'aller au resto, voilà. Et on doit se dire qu'on ne parle pas de la ferme. Et ça demande un peu de... Je trouve pas le mot. Ouais, mais je comprends, mais en même temps, c'est le... J'allais dire le triste sort, mais non, c'est pas le triste sort, mais c'est un peu le... Comment on pourrait dire ça? C'est un peu ce qui arrive à tous les couples qui travaillent aussi ensemble, non? Tu penses pas que c'est ça? C'est aussi au-delà de la ferme, au-delà de ce projet, c'est aussi le fait de travailler ensemble. Donc de s'interdire de parler de la ferme lorsque tu es en tête-à-tête au restaurant. C'est ça. Non, je pense qu'effectivement, c'est lié au fait qu'on est tout le temps ensemble. Bon, c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné avec David, donc c'est vraiment pas du tout un problème. Mais effectivement, la ferme, c'est notre premier bébé. Hein. Donc évidemment, on en parle beaucoup et on rêve aussi ensemble de ce qu'on pourrait y faire. Et donc ça, la vie personnelle, on décide de la mettre peut-être un peu plus de côté aussi. Ou peut-être qu'elle n'est pas de côté, elle est juste, tout est peut-être mélangé. Oui, un peu. Ouais. Mais parfois, c'est pas facile. Je dois dire que parfois, on aimerait pouvoir se déconnecter complètement, mais je me souviens que l'année passée, quand on a fêté notre anniversaire de mariage, il y avait des gens qui étaient à la ferme à ce moment-là pour veiller sur la ferme, et on a été dérangés parce que les moutons se sont barrés, et on a dû couper court à notre rencard et rentrer à la ferme. N'en dis pas plus. Je ne veux pas savoir. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un bouton on-off. Ça n'existe pas. Non, le bouton on-off, c'est des vacances, loin. C'est ça, en fait, la solution. Très loin. Il faut partir, en fait. Sans portable, on ne peut pas t'appeler. C'est ça. Okay. On va y réfléchir. Il faut demander au mouton de se digérer. De se digérer. C'est vrai que c'est dur à digérer, le mouton. Moi, j'ai beaucoup de mal. C'est vrai, en plus. Est-ce que tu penses qu'il faut certaines qualités ou un certain tempérament pour faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, je pense qu'il faut une grande passion pour cette vie-là. Et il faut être capable de s'adapter. Parce que ça se passe rarement comme on l'a prévu. Nos journées, même, ne se passent rarement comme elles ont été prévues lors de notre briefing du matin. Donc, on s'adapte. Et on apprend à gérer les frustrations aussi. Et c'est sans parler de quand tu as une pandémie internationale qui nous tombe dessus et qui nous chamboule tout, une inflation pas possible. Enfin voilà, il faut s'adapter aux conditions et aujourd'hui plus que jamais. Et savoir. Non, vas-y. Et savoir se réinventer aussi et être créatif. Je pense que c'est important. Oui, je vois ce que tu veux dire. Là, par exemple, il y a très peu de temps, tu as été créative, tu as ouvert les cafés d'Alphée. Café Alphée, ouais. Les cafés d'Alphée, j'ai dit. Café Alphée. C'est pas dur à dire du tout. Oui, parce qu'on n'était pas assez occupés, en fait. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais rajouter comme tâche? Non. Tu pouvais pas juste lire un bouquin sur la permaculture? C'est un plaisir de partager et là, je partage un peu de nourriture avec les gens, donc c'est chouette. Puis il faut liquider tous tes fruits aussi. C'est ça. Dis-moi
ce dont tu es le plus fier aujourd'hui? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est un moment, une rencontre, un partage? Je te laisse me dire. Mais je peux pas m'extraire de... Enfin, je peux pas extraire David de cette réponse-là, je pense. Je suis fière de tout ce qu'on a pu apprendre et mettre en pratique depuis qu'on est là. Tout ce qu'on arrive à produire comme fruits et légumes, alors qu'on vient de loin. Hein, rappelle-toi mes géraniums. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est d'avoir surpassé nos attentes à ce niveau-là. Et de ne pas s'être laissé abattre aussi par tout ce qui nous est tombé dessus. Et ouais, je pense que ça, j'en suis assez fière. Ouais. Est-ce qu'il y a des opportunités professionnelles qui se sont ouvertes à toi, à vous, en changeant de métier, d'accord, et que tu n'avais pas forcément décelé au départ du projet? Alors, le projet à la base n'était pas exactement celui-ci. Oui. Le Covid a changé pas mal la donne quand même, parce que comme tout notre travail reposait sur l'accueil de groupes pour les formations, ouais. Ça devait être vraiment notre activité principale, ouais. De former les gens à être plus autonomes, et notamment grâce à la permaculture. Dès le moment où tu n'as plus le droit de recevoir des gens chez toi, il faut changer un petit peu le projet. Donc c'est là où les gîtes finalement ont pris le dessus sur nos activités, parce que entre deux confinements, les gens ils avaient envie de partir, ils avaient envie de se ressourcer. Et en fait, la ferme est devenue comme vraiment un vrai lieu de ressourcement pour plein de gens. Et ça on l'a senti très fort, parce qu'on est dans cette oasis où il fait bon être, où c'est calme, où c'est loin, où c'est vert, où c'est beau. C'est beau, c'est très beau. Où t'es pas dérangé par personne, où tu portes pas de masque non plus, ou du moins plus aujourd'hui. Ça c'est une opportunité, c'est peut-être pas le bon mot finalement, mais ça s'est développé dans ce sens-là, où les gens ils sont venus parce qu'ils en avaient besoin et pas juste pour être en vacances. Quels sont les obstacles auxquels tu as dû faire face, ou pas, en tant que femme, dans ton nouveau métier ou sur le territoire? Est-ce qu'il y a eu des difficultés là-dessus? Non, je peux pas dire qu'il y en ait eu. Après, moi, je suis pas du genre à relever ce genre de choses non plus. D'accord. Pas que je fais pas attention à ça, mais je suis assez du genre à faire mon truc, et si ça vous plaît pas, tant pis, en fait. Enfin, de foncer, en fait. Donc, non, j'ai pas l'impression d'avoir... au contraire, j'ai eu des commentaires positifs. Des encouragements? Oui, non, où on m'a dit... ça, c'était même en Haïti, je me souviens, parce que je pellais des tonnes de sable, ou je sais plus ce que je faisais, de la terre, enfin je préparais notre maison, et je me souviens, un des hommes qui était avec nous, il disait: oh là, ça bosse, hein, elle bosse dur, madame, Madame David, on m'appelait Madame David. Donc plutôt étonnée de ma résilience et de mon endurance. Ici on m'a dit que j'étais très endurante, parce que c'est vrai que je peux travailler de longues heures, et David il est très dans la force et moi plus dans l'endurance, donc là aussi, il y a de la complémentarité, finalement. Oui, c'est ça. Donc, pas vraiment de préjugés ou de stéréotypes liés à ton sexe sur un territoire dit rural. Non. Comment tu as réussi à établir ta crédibilité et à te faire une place dans ce domaine? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses à dire là-dessus? Ou ça s'est fait finalement facile? Ça, c'est le chien qui ronfle. Ce n'est pas Olivia. Je pense qu'il a fallu du temps pour qu'on soit accepté au sein du territoire, ou dans là où on vit plus précisément. Après, on a vraiment fait le choix avec David d'arriver sur la pointe des pieds, oui. Et de pas donner de leçons à qui que ce soit, mais plutôt d'apprendre des gens autour de nous, même si on n'était pas toujours d'accord avec les méthodes ou ce qui se faisait autour de nous, mais de se dire nous, on n'est personne pour faire des théories, en fait, et les gens d'ici ils connaissent leur terre, ils connaissent leur territoire, donc on va plutôt se taire et apprendre ce qu'on a à apprendre, quoi. Ouais, écouter. C'est ça qui t'a rendu crédible? Je pense, et aussi d'avoir mis la main à la pâte et de ne pas avoir fait faire les travaux, parce que non seulement on est néo-ruraux, mais en plus on est suisse. Alors, alors tu vois, et ancien employé de banque, pour David. Donc autant dire que là peut-être qu'il y a eu des préjugés,
En se disant, oh là là, ils viennent avec les poches pleines de sous. Des valises. Des valises avec de l'or et tout. Non, mais je pense qu'on a été crédible dès le moment où les gens ont vu qu'on bossait vraiment. On a passé des heures et des heures et des heures à travailler, que ce soit pour remettre en ordre les gîtes ou alors dans le jardin. Ouais. Et ça, je pense que ça a créé on devient crédible en fait. Toi, en tant que femme, ça a changé quelque chose en toi? Donc là, je parle vraiment à titre perso. Voilà. La femme que tu étais en Suisse et la femme maintenant. Il y a un changement? Peut-être plus de confiance en moi sur ce que je suis capable de faire ou capable de... Pas endurer, c'est pas le bon mot, mais de... Réaliser, ouais. De me renouveler aussi, d'apprendre. Oui, apprendre beaucoup. Parce que, ouais, on a appris tellement de choses que je pensais pas être capable d'apprendre finalement, mais ça vient tout seul en fait. Et ouais, c'est à force de pratiquer, à force d'être au milieu de la nature, et ben t'apprends plein de trucs en fait. Alors, à ton avis, que peuvent apporter les néo-ruraux à ce territoire? Peut-être des nouveaux outils ou une meilleure visibilité aussi peut-être de ce territoire et de ce qu'on y fait, de par nos réseaux, toutes les connexions qu'on a sur les réseaux sociaux. Une fraîcheur aussi peut-être de regard. Ouais, un nouveau regard, une ouverture d'esprit, de la force, de la jeunesse, de la motivation, de l'enthousiasme. On est presque à la fin de notre conversation. Alors, quel est le meilleur conseil qu'on t'a pas donné et que tu voudrais partager aujourd'hui? Pas vraiment un conseil qu'on ne m'a pas donné, mais peut-être quelque chose que j'avais pas réalisé ou pas suffisamment, ou peut-être que j'en étais consciente, mais que ça m'a pas effrayée, disons. Mais c'est vrai que par rapport à notre vie d'avant, financièrement, c'est beaucoup plus difficile. Mm-hmm. Qu'on peut avoir le plus beau lieu du monde, mais si personne n'y vient, eh ben, y a pas de sous qui rentrent. Et que ça aussi, j'avais pas anticipé le temps qu'on allait devoir passer sur les réseaux sociaux, alors que c'est exactement ça qu'on voulait plus faire, pour communiquer, pour parler de notre lieu. Donc, peut-être que ça, c'est un conseil peut-être quelque chose que j'aurais aimé réaliser avant, et que je donne volontiers comme conseil aujourd'hui à tous ceux qui veulent s'installer et qui veulent avoir une activité sur place comme nous. Apprenez à communiquer, à faire des belles photos et à passer du temps sur les réseaux, parce que malheureusement, c'est encore comme ça que ça fonctionne. Prendre le temps de bien le faire et de faire un chouette site aussi, parce qu'on en voit trop là encore des chouettes projets, mais leur site est pas top et ça donne pas très envie et c'est dommage, parce que finalement ce que les gens font c'est cool et c'est pas représenté sur les réseaux ou sur internet. Je suis assez d'accord. Je pense que c'est important de privilégier la diversité. On parle beaucoup de diversité au jardin, dans la nature, mais nous on applique aussi ce principe-là dans nos sources de revenus et dans notre travail. Je pense que c'est important d'avoir différentes activités et pas de mettre tous nos œufs dans le même panier. Dans notre cas, on a les gîtes, on a l'espace camping, on organise des visites de la ferme en groupe, soit pour des adultes, mais aussi pour des enfants, des étudiants. On vend les produits, les surplus de la ferme aux clients des gîtes. On a aussi une petite formation en ligne sur la permaculture et l'autonomie. Ça en fait quand même des activités. Oui, et maintenant aussi le café Alphée, où on valorise les produits de la ferme dans des pâtisseries. Donc voilà, on fait beaucoup de choses, mais je crois que c'est vraiment important, parce que on sait bien que vu la situation actuelle, s'il y a un problème, quel qu'il soit, il faut être capable de rebondir et d'avoir d'autres sources de revenus simplement pour pouvoir tenir le coup. Donc fromage de chèvre, c'est bien, mais peut-être organiser aussi d'autres choses pour ceux qui veulent se lancer. Ok. Est-ce que tu as une femme en tête, ou plusieurs femmes, qui pourraient prendre la parole sur ce podcast? Oui, je pense à une amie qui est passée aussi par chez nous avec son mari et leurs petits, qui sont passés en camping dans leur van. Ils cherchaient un terrain dans le coin et ils ont trouvé, pas très très loin d'ici, et c'est devenu des amis très très proches et qu'on aime beaucoup. Ils se lancent dans les semences. Donc ils ont commencé cette année pour la première fois. Donc là ils ont vendu beaucoup de plants. Ils font des plants de légumes et d'herbes aromatiques et plein de trucs. Et le but à terme, c'est aussi de faire de la semence, de pouvoir vendre des semences. Tu n'as pas choisi finalement le plus simple quand même. Pourtant ta vie, est-ce qu'elle est plus simple et heureuse qu'avant? Plus heureuse, c'est sûr. Plus simple,
c'est la définition de simple peut-être qui me pose problème. Ouais, dis-moi. Parce que c'était plus simple avant on se lève, on prend la voiture ou le métro et on va travailler, on se pose pas 36 questions, on revient et puis à la fin du mois, il y a un salaire qui tombe. Carrément. Peut-être que c'est ça la simplicité aussi. Mais clairement, c'était pas le bonheur. Donc, plus simple, je suis pas sûre. Plus intéressante, ça c'est sûr. Plus intéressante, plus passionnante en fait. Donc même si pas plus simple, ça vaut 1000 fois la peine, quoi. En 2 ou 3 mots, qu'est-ce que tu as gagné en changeant de job et de territoire? Ou en une phrase? Le jackpot. Non. Ouais, en fait, les lingots d'or, elle les avait. Elle va les sortir maintenant. Non, une meilleure vie. Plus intéressante, comme tu venais de dire. Oui, c'est ça, plus intéressant. Plus riche. Plus riche, ouais. Nous, on dit toujours qu'on n'a pas de sous, mais on mange comme des riches parce qu'on a des produits de très grande qualité, on a une diversité, on a plein de gens autour de nous. Alors, effectivement, on gagne pas super bien notre vie, mais finalement, c'est pas très important. Si ta famille, 4 ans après, était autour de cette table avec nous, à ton avis, qu'est-ce qu'elle dirait? Pour le coup, le Covid a joué en notre faveur dans le sens où ils ont compris pourquoi est-ce qu'on faisait ça. Quand ils ont vu les magasins se vider, mon papa, pour la première fois, a dit planter plus, cultiver plus, alors que jamais il avait dit ça avant ou peut-être même compris, je sais pas, mais tout d'un coup, c'était ah bah oui, ce qu'ils font, c'est pas bête en fait. Ouais, il y a plus de sens, voilà. Ça se concrétisait. Oui, c'est ça. Et alors peut-être pas tous les membres de ma famille en l'occurrence, mais je sais qu'en tout cas, et ma maman est fille d'agriculteur, donc je pense que pour elle ça faisait tout de suite, ça a toujours fait assez de sens. Mais mon papa qui me voyait plus avec cette belle carrière, voilà, dans le luxe et marketing, cosmétique, tout ça. La transition a été plus difficile à comprendre, mais je pense que maintenant ils ont compris, ouais. Donc ils diraient quoi? Bravo? Peut-être, ouais. J'espère. Bah écoute, je pense qu'on arrive à la fin de notre conversation. Ce que je ferai, c'est que je partagerai tous les liens, le site web, il y a les réseaux sociaux. Je les partagerai dans le descriptif du podcast, comme ça, n'hésitez pas à aller vous loger à la ferme de la Goursaline. Merci à toi. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, eh bien vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, eh bien abonnez-vous à la newsletter. Alors soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!